Retour donc après le journal de notre ami Benazir avec le débat du journal. 4 invités pour parler de ce que moi j'appelle la méthode Kafando de sortie de crise. Il s'agit donc du doyen Ismaël Diallo qui est ancien diplomate. Il est également un membre du Front de renforcement de la citoyenneté. C'est cela. À ses côtés donc il y a Aruna Kabore, porte-parole d'une coordination d'OSC. Et puis nous avons Évariste Faustin Consebo, président du SEC d'éveil. Et puis Siaka Koulibaly, il est juriste, analyste, politique, mais il est de Lacoste ou bien le Coste, Lacoste, voilà. Alors, avec mes 4 invités, durant donc 40 minutes, nous allons parler de la méthode Kafando. En montant sur ce plateau, des bruits de changement au niveau du ministère de la Sécurité nous avaient été donnés. En cours d'émission, on confirmera ou on infirmera, mais ça ne change pas fondamentalement les questions dont nous allons débattre. 2 discours et une solution à la Kafando, c'est d'aucuns diraient une solution à la Pyrrhus. On a simplement gardé Zida. On a également, semble-t-il, contenté un certain nombre de personnes en faisant partir le ministre Barry. Votre lecture d'abord de la mise en œuvre de cette méthode-là, avec le propos présidentiel et ensuite avec l'effectivité de l'action. Je commencerai par le doyen Paul Ismaël Diallo. Ismaël Diallo plutôt. J'allais bien ajouter le Paul. Okay. Merci. J'aurais souhaité être le dernier à parler, comme ça j'allais m'enrichir des propos des autres. Mais puisque je suis le premier. Non, il y a une expression qui court ces temps-ci, parlant de l'ancien ministre de l'administration territoriale. Le sacrifié. Le sacrifié. Le mouton de sacrifice. Le mouton de sacrifice. Well, ok. D'abord, le président, par ses propos lors de ses 2 discours, a dit très peu par la longueur de ses discours, mais a dit beaucoup par la profondeur de ce qu'il a dit. Sans pour autant nous donner les détails de ce qu'il a appelé la plus grave crise que le pays a connue. Alors nous sommes réduits à faire des supputations et des conjectures. Que dire d'autre que s'il estime, lui, le chef de l'État, que nous sommes sortis de cette grave crise, eh bien tant mieux. Comme me permettre, moi, de dire humblement que je ne pense pas, pour les informations que j'ai, je n'en ai pas beaucoup, je ne pense pas que nous ayons réglé le problème. Nous avons reculé les échéances, mais pas réglé le problème. Aouara Kabore. Merci Rémi Djadino. Nous avons effectivement écouté le discours donc, du président, 2 discours, comme vous l'avez indiqué à l'introduction. Et nous avons eu aussi les remèdes apportés par le président à ce qu'il a qualifié donc de la plus grave crise de Burkina Faso ou des forces du mal. J'allais dire notre pays était en prise donc à des forces du mal. Mais je dis aujourd'hui, comment est-il possible d'apprécier un remède? Comment est-il possible d'apprécier la qualité de solution si on ne connaît pas la cause du problème? Le président fait un discours et nous laisse aujourd'hui dans une situation où personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Et il devient donc difficile de dire si les propositions de sortie de crise qu'il propose sont efficaces à partir du moment où on ne connaît pas le problème. Siaka Koulibaly. Oui. Je pense effectivement nous avons traversé une crise qui opposait des acteurs militaires et puis à la clé un traitement qui a été dispensé par le président de la transition Michel Kafando que nous sommes en train d'apprécier aujourd'hui. Moi pour ma part je pense que la crise a mis beaucoup de temps à être réglée, ce qui dénote de sa profondeur, ce que le président a dit d'ailleurs dans son message. Et il a dû recourir également à d'autres forces que sont les sages pour trouver une sorte de sortie de crise. Au final, un remaniement ministériel est intervenu, mais quand on l'analyse dans le fond, on estime que, on peut penser que, à mon avis, il n'a pas vraiment touché le fond de cette crise et les remèdes qu'il propose, à mon avis, relèvent du colmatage. Nous étions en face d'une revendication de l'armée qui exigeait le retrait de tous les militaires du gouvernement. Je dis de l'armée parce qu'il y a eu quand même des rencontres entre les différentes unités
militaires du pays, un PV en est sorti qui demande le retrait des militaires du gouvernement. Le président de la transition... Il est important qu'on restitue ça, parce que ça veut dire que vous confirmez que toutes les garnisons militaires se sont rencontrées. Effectivement. Que l'armée a effectivement demandé le retrait. Oui. Ok. Et ça permet d'ouvrir une fenêtre sur l'aspect où on a un problème de transparence sur la gestion de cette crise, à savoir que les termes du conflit n'ont jamais été exposés clairement. Qu'est-ce qu'on reproche, enfin, qu'est-ce qu'on a comme argument pour sous-tendre la demande de retrait des militaires du gouvernement? Ça, on ne l'a jamais exposé. L'élément déclencheur de la crise, à savoir le complot entre griffes du 29 juin, on n'a pas situé les responsabilités entre le Premier ministre et le gouvernement et l'armée. Quelqu'un est coupable. On n'a jamais clarifié cette question, mais on prend une décision dans laquelle, à mon avis, si on veut synthétiser, le président du Faso refuse d'obtempérer à la demande de l'armée de retirer les militaires du gouvernement. Donc, en fait, à mon avis, si on prend la situation que nous avons vécue depuis le début de la transition jusqu'à la décision du président, les termes n'ont pas bougé d'un iota. Nous sommes toujours dans la même situation. Et à la question de savoir est-ce que la crise est derrière nous, moi je suis en mesure de douter de cela, parce que les termes du conflit restent permanents et à mon avis on n'a pas avancé d'un iota. Comme disait Aruna, on ne connaît pas les termes du conflit. Voilà. Ismaël Diallo disait également la même chose, vous répétez également la même chose. On ne connaît pas la terme. Mais je vais ajouter un dernier élément. Oui. On a vu dernièrement la coordination d'OSC incriminer le général Gilbert Diendéré des tentatives de putsch. Après la résolution de la crise, cela me fait penser que cette coordination dispose de nouveaux éléments permettant d'aller sur les zones pour évoquer cette question. Moi, pour moi, ce n'est pas anodin et ce n'est pas à exclure et à minimiser dans le cadre de la résolution d'une transition apaisée. À mon avis, les autorités devraient éplucher cette question pour savoir quels sont les éléments qui permettent à la coordination de parler ouvertement des tentatives de coup d'État. Et si cela est vrai, qu'il y ait des poursuites qui soient engagées, à mon avis. On va revenir parce que Aruna a été indexé, parce qu'il est de la coordination en question. Mais je vais permettre à Faustin de commencer. Oui, moi ce que j'ai noté dans les propos du chef de l'État, c'est d'abord le ton assez grave et en même temps la mise en garde. Parce que quand on analyse les dangers qui pesaient en fait sur donc, la transition et même qui risquaient de déborder sur la sécurité des populations, d'origine militaire. Ça, c'était clair. Et à ce propos, je pense qu'il a été à la hauteur en mettant en garde de façon solennelle toute force qui serait de nature donc, à occasionner donc, ces dérives. Maintenant, par rapport donc, à la solution, qu'est-ce qu'on peut dire? La transition est venue dans un consensus avec tout ce qu'on sait. L'armée étant qu'une composante, c'est vrai que la méthode comparée a consisté donc à écouter les uns et les autres, au même titre que l'armée qui est une composante. Parce que l'armée, en tant que composante de la transition, a des souhaits qu'on va y adhérer à 100%. Donc, je pense qu'on a écouté tout le monde et on a dû choisir la solution médiane, en tenant compte, bien sûr, l'intérêt supérieur donc, du pays. Maintenant, par rapport à ce silence qui entoure donc, le contenu des vrais faux complots, moi, je retiens que il y a eu une enquête où, je pense, il y a eu des gens qui ont été interpellés à la gendarmerie. Et forcément, il y a des PV. Et c'est peut-être aussi, le silence aussi peut être expliqué par cela. Peut-être que nous sommes à un stade où les investigations, n'étant pas totalement claires ou ne permettant peut-être pas de communiquer, on ne connaît pas la suite. Hein, parce que l'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'était de recadrer donc, les événements pour aller vers les élections, les échéances d'octobre. Et donc, sur ce plan-là, je pense que le président a fait ce qu'il a pu. Aruna Kabore, Tchak a dit que vous avez accusé entre autres le général Diendéré de tentative de coup d'État. Alors, on se resitue. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous avez exactement dit sur ces questions-là? Oh, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau. Et je voudrais remercier effectivement l'avocat du général Gilbert Diendéré qui le défend si bien sur ce plateau. Je pense que si son client suit cette émission, il saurait effectivement l'apprécier et bien le noter. Je vais tout simplement indiquer
Et la coordination de l'OSCE, depuis le début de la crise, a été celle qui a eu la bonne lecture, en indiquant clairement qu'il y ait complot et qu'il n'y ait pas de complot, qu'il y ait faux ou non faux complot, il faudra regarder tout simplement à qui profite la situation. Nous sommes à 2-3 mois donc des élections et le combat de tous les insurgés, c'est d'arriver à la date donc, du 11 octobre 2015 pour que nous ayons des élections de sortie de crise. Toute structure qui pose des actes de nature effectivement à compromettre cela, effectivement, nous les considérons comme des gens qui travaillent contre la transition. Que s'est-il passé? Oui ou non, comme le dit effectivement Nosiaka Koulibaly, il y a eu une revendication effectivement donc, du RSP sur la question effectivement donc, de la sortie des militaires. Nous pensons effectivement, donc, comme l'a dit, un camp militaire n'a pas vocation effectivement donc, à demander à ce que des institutions effectivement donc, de cette nature effectivement donc, tombent. Parce qu'au Burkina Faso, conformément à la Constitution, lorsque le Premier ministre effectivement donc, est enlevé, c'est le gouvernement qui est dissous. C'est pour cela que je voudrais dire ici, en attendant de voir le PV signé par l'armée qui demande à ce qu'effectivement donc, qu'on dissouve un gouvernement, qu'on puisse effectivement dire, nous sommes dans un état de droit. S'il venait à prouver qu'une composante militaire a écrit un document pour demander à ce qu'un gouvernement tombe effectivement, ça s'appelle dans un état de droit un coup d'État. Ce n'est pas autre chose. Voilà. Donc notre démonstration, elle est là aujourd'hui. On ne peut pas demander de dissoudre un gouvernement. Un camp militaire ne peut pas demander de dissoudre un gouvernement. Ça s'appelle un coup d'État. Et nous assumons nos propos clairement là-dessus. Et pour l'histoire et pour demain. Maintenant, si c'est cela qu'un juriste effectivement donc, refuse donc, de comprendre et de dire effectivement qu'il faut que nous apportons la preuve, nous disons que jusque-là, nous n'avons pas non plus effectivement donc, été restés en justice parce que nous avons fait cette affirmation. Et nous maintenons qu'aujourd'hui, il n'était pas du tout normal et indiqué que le président Kafando satisfasse à une revendication d'un camp militaire qui demande qu'on dissolve un gouvernement. Et nous avons eu raison, et aujourd'hui, ça n'a pas été fait dans le sens voulu. Il y a eu certainement effectivement une décision qu'on peut appeler de colmatage. Et d'ailleurs, quand on écoute le discours du président de la République, il dit clairement à plusieurs reprises, et il le dit, et je le dis net, il accuse l'armée d'avoir effectivement constitué un élément de blocage. Mais derrière, nous obtenons des décisions diamétralement opposées à l'analyse effectivement qui a été faite de la crise effectivement donc, qui voit partir effectivement donc le ministre Barry pour ne pas le citer. Donc je dis clairement effectivement à qui profite le crime, à ceux-là qui voulaient tout simplement que nous n'allons pas aux élections. Alors je fais un tour de table sur cette question. Est-ce qu'au final, c'est une question toute simple, est-ce que l'armée dans un pays comme le nôtre, y compris dans la situation comme la nôtre, ne doit pas simplement obtempérer à ce que le chef d'État lui dit? Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'on ait une armée qui puisse dire « je veux faire tomber le gouvernement », même si elle est composante, partie prenante d'une charte, parce qu'elle est signatrice de la charte également? Est-ce que ça ne relève pas d'un peu d'un abus de force que l'armée a exercé et qui aurait pu effectivement faire tanguer notre transition? Ismaël Diallo. Notre pays est gouverné par l'armée depuis janvier 1966, jusqu'au moment où nous parlons. C'est l'armée qui dirige ce pays, quels que soient les hommes que nous avons eus dans la gouvernance politique. Et chemin faisant, nous avons simplement institué, même pas ce que j'appellerais le pouvoir des militaires, mais nous avons simplement institué la chien-lit, parce que même dans l'armée, dans ce qu'on appelle encore abusément l'armée, nous n'avons pas... Tiens, je vais citer le ministre Yebonyassian qui a dit... qui a dit que la morale avait foutu le camp au Faso, c'est ça? Agonisant. Oui, mais je ne dirais pas que le commandement est agonisant dans notre armée. Il a foutu le camp de notre armée. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Et nous n'avons pas d'armée dans le sens digne du terme. Nous ne l'avons pas. Combien d'officiers supérieurs peuvent commander à la troupe aujourd'hui? Et quand je dis la troupe, je parle de toute la troupe. Nous avons vu tous le chef de l'État, commandant en chef des armées, s'asseoir au palais avec des soldats de tout rang pour discuter de leurs desiderata. C'est inimaginable. C'est inimaginable dans une république. Et voici le chef de l'État actuel qui désigne des gens pour discuter, négocier avec des soldats. On ne négocie pas avec des soldats. On donne des ordres à des soldats. Et ils exécutent les ordres. C'est tout.
Ils ne sont pas censés discuter avec les autorités militaires ou politiques. Ils ne sont pas censés le faire. Alors le problème n'est pas réglé. Parce que tout le monde aujourd'hui est installé dans une sorte de lâcheté vis-à-vis du RSP, pour ne pas le nommer. Voici où nous en sommes. Et le problème n'est pas réglé du tout. Du tout. Alors, les changements apportés par le président Kafando sont les suivants. Départ donc de Auguste Denis Barry. On a scindé le ministère en deux. L'administration est revenue à M. Ouattara, un administrateur civil que tout le monde dit compétent en la matière et tout. Et puis, il y a le ministère de la Sécurité qui a été rattaché à la présidence, qui normalement devrait donc connaître ou une nomination de quelqu'un pour en assumer. Sur le fait, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez le président Kafando directement ou avec un ministre délégué capable de gérer la sécurité et de ne pas la laisser tomber entre les mains, moi je dis les choses comme ça, entre les mains de ceux qui sont à son état-major particulier, à savoir notamment le RSP, Siaka Koulibaly. Mais voilà, cela va en droite ligne de la réflexion que je faisais déjà, à savoir que les décisions prises par le président Kafando, à mon avis, ne sont pas du tout de nature à régler le problème que nous avons posé, à savoir la relation entre l'armée et le pouvoir politique. Moi, je reviens toujours aux fondamentaux. Il y a, comme l'a dit le doyen, le fait que nous avons une intervention de l'armée dans le pouvoir politique depuis très longtemps dans notre pays. Et les démocrates, nous sommes allés à l'école dans les mouvements associatifs, nous avons trouvé la question et nous avons embouché cette trompette-là de ne pas voir les militaires en exercer le pouvoir politique. Donc, au début de la transition, nous l'avons exprimé, pas de militaires dans le pouvoir politique. Par la force, nous avons dû constater que les militaires sont restés dans le pouvoir politique en la personne du Premier ministre et de certains membres du gouvernement. Chemin faisant, il y a eu pas mal de péripéties entre le régiment d'origine et puis le Premier ministre lui-même et les autres membres du gouvernement, qui en définitive demandent le départ des militaires du gouvernement. Moi, en tant que démocrate ayant toujours soutenu le fait que les militaires ne doivent pas être en même temps dans l'armée et dans le pouvoir politique, pour moi c'était une aubaine. Enfin, on allait mettre fin à cette situation. C'est là où, en même temps, la réflexion sur pourquoi les militaires sont toujours dans le pouvoir. Une des pistes de réflexion, c'est parce que les civils sont incapables de s'assumer au plan politique, comme vient de le faire le président Kafando, que les militaires sont toujours au pouvoir. Parce que s'il avait pris la décision de retirer les militaires du pouvoir politique, la question serait réglée définitivement aujourd'hui. Est-ce que de fait, il n'aurait pas satisfait les exigences du RSP qui lui dictait sa conduite? Est-ce que l'attitude n'aurait pas été également du RSP? Oui. Vous fermez, vous serrez les fesses comme de bons militaires et vous attendez que je vous donne des ordres. Je suis d'accord. Est-ce que ce n'est pas l'autre attitude pendant? Je suis d'accord avec cette façon de présenter les choses, à savoir que ce serait se soumettre à un dictat de l'armée. Mais la nature de la revendication, c'est justement de cesser d'intervenir dans le politique. Si c'était une autre revendication, moi je pense on aurait pu ratiociner, se demander. Mais ça, là, ils demandent de mettre fin à leur intervention dans le politique. Ils remettent de fait en cause le gentleman, non, l'accord qui avait été signé, puisque la charte prévoit comme cela. Donc, non, la charte n'a jamais indiqué que le Premier ministre serait militaire. Mais on l'a acté en termes. Non, c'est le président qui a nommé un Premier ministre militaire. La charte ne le dit pas. La charte parle d'un Premier ministre, on ne dit pas que ça serait un militaire. Vous pouvez reprendre la charte pour voir. Monsieur Siaka Koulibaly, vous étiez un des acteurs majeurs de cet élément. Vous savez également comment Zida a été choisi comme Premier ministre. Voilà. Ce sont des arrangements qui sont arrivés. C'est des gentlemen agreements. En tant que membre de la charte, je n'ai pas été associé à cet arrangement. Okay. Et comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais pour revenir à la question de la sécurité que vous avez posée dès le départ, moi je crois que c'est encore une erreur de pilotage que d'avoir pris le ministère de la Sécurité pour l'ajouter à ses responsabilités en tant que président, pour la simple raison qu'en cas de trouble, il y a des ordres qui doivent être donnés et il ne faut pas que le président de la République, du Faso ici, soit impliqué à ce niveau de commandement. Donc il est bon qu'il y ait un ministre qui donne les instructions pour éventuellement déployer la force et qu'il subisse
les sanctions en cas de mauvaises exécutions. Mais si c'est le président qui donne les instructions, par exemple de déployer la force violente, comment vous allez faire? Il y aura donc un ministre délégué de fait. Oui. Non, mais je voulais aller dans le même sens. C'est vrai que, bon, on ne va pas refaire le procès de la transition, comment est-ce que la charte a été faite, mais on a su que à partir du moment où la dernière mouture avait prévu au niveau du poste de Premier ministre qu'il pouvait être soit civil ou militaire, bon, on avait compris. Bon, mais c'est un consensus, qu'à cela ne tienne. Mais moi, je refuse qu'ici, dans ce débat, on réduise la question de sécurité au RSI ou à l'armée. Il y a d'autres forces. Il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a le peuple qui est le dernier recours. En cela donc, c'est vrai que dans la théorie même des organisations, il est bien de séparer les tâches et les rôles. Et je pense que dans tous les cas, c'est un expédient. Ça va pas. Le fait que la situation actuellement du président Kafando, qui se trouve en tant que chef suprême des armées, et en même temps doit gérer. Bon, je me dis que c'est un expédient. Sans doute que lui-même doit être conscient de cette incompatibilité et que ça va être réglé. Mais c'est vrai que dans notre pays, nous espérons, à la faveur de ce changement-là, que beaucoup de choses vont être remises en cause et que chacun doit accepter de rester à sa place. C'est un héritage historique. Ça, je n'en disconviens pas. Mais maintenant, c'est 27 années. On ne peut pas, en 27 années, en quelque temps, vous régler toutes les questions. Alors, je rappelle qu'en venant sur ce plateau-là, je n'ai pas eu confirmation. Il se murmurait donc qu'il y a des tractations pour la nomination d'un ministre délégué à la sécurité. Ce que les uns et les autres disent, il paraît évident en tout cas que le président du FASO ne peut pas assurer ces fonctions-là. Alors, Haruna Kaboré, est-ce que le choix de cette personnalité-là peut être déterminante pour la suite du processus? Je pense que nous l'avons indiqué au niveau donc, de la coordination de l'OSC, l'importance pour qu'on ait à 2 mois des élections, qu'on ait un minimum, ou j'allais dire un maximum de garanties, un maximum de garde-fous pour que nous puissions avoir des élections tranquilles, apaisées et acceptées par tout le monde. Du coup, des ministères comme celui de la Défense et de la Sécurité deviennent des ministères très importants dans le processus qui reste. Et nous l'avons indiqué à plusieurs reprises que nous comprenons difficilement comment le président du FASO se retrouve dans une situation où il cumule à la fois le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité. Comment on peut être efficace et comment on peut résoudre une crise en ramenant les solutions à soi-même, à sa personne. Et je vais dire que pour rester dans les questions de principe, on se bat ici pour le renouveau. On s'est battu pour le renouveau, on s'est battu pour obtenir un vrai état de droit. Et moi, je le dis clairement, et c'est pour cela qu'on trouve que nous utilisons des mots qui sont durs. Dans un pays où le président de la République cumule des postes de ministre, président, ministre de ceci, ministre de cela, ce pays-là, cette république a un seul nom. Ça s'appelle une république bananière. Et quand on se bat effectivement pour le renouveau, on doit avoir le courage effectivement d'affirmer un certain nombre de principes. Donc je reviens. Non, ça vous coupez. Est-ce que vous n'êtes pas excessif? Parce qu'il faut reconnaître ici le contexte dans lequel nous sommes, qui fait qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de postes qui sont définis, il y a des enjeux de positionnement politique, militaire qui sont en jeu. Est-ce que parfois la solution n'est pas celle qu'a choisi le président Kafando, même si effectivement le cumul peut poser problème sur le long terme? Vous me ramenez au début de la question pour nous demander d'apprécier une solution par rapport à un contexte dont on ne connaît pas les causes de la crise. Je vous ai dit dès le départ, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de sérieux d'apprécier la qualité donc, de solutions, de décisions qui sont prises lorsqu'on ne vous donne pas les différents éléments qui sous-tendent la crise. Le président ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas qualifier ces solutions-là de bonnes par rapport à la crise. Ce n'est pas possible. Et de mauvaises. Seulement, pour un débat de principe, on peut se demander est-ce que le fait effectivement qu'un président de la République cumule des postes de ministre, effectivement, c'est une bonne chose. La question, elle est là. Oui. Ça, c'est la première observation. Je voudrais terminer aussi sur un élément qui est assez important. Aujourd'hui, dans la question donc d'apporter des solutions à cette crise, il faut qu'au Burkina Faso, le thème plus rien ne sera comme avant, ait un sens aussi dans la transition. Y a-t-il, oui ou non, une charte et même un accord complémentaire lorsque les gens disent qu'ils ne sont pas au courant? Aujourd'hui, ça a été révélé par le journal Mutation, la composition du gouvernement et les accords qui permettaient effectivement aujourd'hui que c'est au niveau des forces de défense et de sécurité que le Premier ministre sorte effectivement. Ces documents sont rendus publics aujourd'hui. Je vais dire que c'est sur la base donc, de ces accords-là qu'un gouvernement a été mis en place. Nous tous, nous l'avons lu dans les journaux, ont été mis en place. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en cours de route, à 2 mois de la fin de la transition, on demande à ce qu'on sorte effectivement donc, des gens d'un gouvernement, qu'ils soient civils ou militaires, par rapport donc, à des accords qui ont été faits,
qui ont été conclus ensemble et ne pas demander à une société civile qui se bat pour qu'on respecte effectivement les engagements pris, pour que la parole donnée soit quelque chose d'essentiel, d'important désormais dans notre pays, de dire qu'on ne peut pas faire comme ça, surtout qu'on ne nous donne pas les différents éléments. Le fait de faire ça ne veut pas dire que nous sommes ceux-là qui nous battons pour la militarisation du pouvoir, du fait que nous avons plusieurs fois fait des déclarations où nous demandons la démilitarisation effectivement donc de la politique. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons salué cette loi-là, le statut donc de l'armée aujourd'hui, qui demande à tout militaire qui veut s'engager en politique de démissionner. Donc nous ne nous battons pas. Nous ne nous battons pas effectivement à ce niveau-là. Oui, c'est vrai que... Ensuite, j'ai l'impression que, moi de mon point de vue, ces décisions-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je me sens un peu mal à l'aise à les attribuer, attribuer la paternité uniquement au président Kafando. Pourquoi? Parce qu'on connaît la procédure qui a été mise en place. C'est une procédure consensuelle qui a consisté à écouter les gens, réunir des gens. Oui, mais au finish... Quand vous regardez aussi les 15 personnes qui ont été choisies, on peut vous savez, moi je ne suis pas partisan de la théorie des hommes indispensables. Hein. Ça, parce que pour moi, je constate qu'il y avait un blocage. Il y a un semblant de déblocage. Et j'encourage donc qu'on aille, j'encourage donc qu'on aille vers l'issue. C'est ça. Moi maintenant, le reste, je ne rentre pas dedans. Alors, oui. Une réaction, Ismaël Diallo, par rapport à ça? Quelle question déjà? C'était non. Je vous ai senti que vous voulez réagir. Alors donc je vous laisse réagir avant de poser ma question alors. Non, reposez-moi la question. Alors non, moi c'était, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un risque que un certain nombre d'officiers, notamment du RSP, reprennent possession de la sécurité lorsqu'on voit justement que si c'est un ministre délégué qui va être mis en charge, qui est inexistant. On aura forcément donc le cabinet de la défense du président dirigé par le colonel Kéré. De fait, on aura encore le général Djendjere. On aura encore, parce que beaucoup de personnes ont dit, la bagarre qu'il y a entre le RSP et Bari en partie, c'est une bagarre sur la question sécuritaire. C'est une bagarre sur la question sécuritaire. Ouais. Qui maîtrise la sécurité, qui maîtrise l'enseignement, maîtrise le déploiement des hommes sur le terrain et a une longueur d'avance par rapport aux autres. Vous avez dit, est-ce qu'il n'y a pas risque qu'ils reprennent. Ils n'ont jamais perdu. Ils n'ont jamais perdu le lead, l'influence, le dernier mot sur la situation sécuritaire. Et je trouve que le débat est totalement faussé. Parce que tant que les officiers supérieurs ne seront pas capables de prendre leurs responsabilités et de remettre de l'ordre et de la discipline dans l'armée, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. On n'a qu'à nommer qui on veut ministre de la Sécurité. Le président n'a qu'à garder le ministère de la Défense et nommer qui il veut comme numéro 2. Tant qu'on ne remet pas de l'ordre et de la discipline au sein de l'armée et on ne ramène pas le RSP à être une composante comme les autres de l'armée, c'est du travail perdu. On est tous en train de se tromper et de tromper tout le monde. Alors, on va faire progresser le débat sur la question suivante, c'est la question des élections. L'objectif de tout le monde, c'est de parvenir aux élections du 11 octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on y va, ou est-ce qu'il y a des risques évidents de grippe, que la machine se grippe, que ça soit avec la mise à l'écart d'un certain nombre de personnes? Je ne suis pas contre, hein. On a voté une mise en accusation, certaines personnes disent ça peut bloquer le système. Est-ce qu'on a... De façon simple, on n'a pas besoin, par exemple, d'accepter qu'un monsieur comme Eddy Kombouego, candidat du CDP, soit simplement candidat. Est-ce qu'il n'y a pas des concessions à faire aujourd'hui pour que le processus se mette en œuvre de façon claire et nette et qu'on ait un voyant vert jusqu'au 11 octobre? Aruna Kabouré. Lorsque je mène toujours un débat dans cette transition, j'aime me référer à la charte de la transition, qui à la fois liste un certain nombre de valeurs qui sont aussi des valeurs, donc j'allais dire, d'inclusion aussi et de justice. Si finalement, cette transition devrait servir uniquement à organiser des élections, je vais partir de ceux-là qui disaient si on pouvait remonter le temps, il aurait fallu aller directement à organiser les élections, effectivement, 3 mois après. Et comme ça, on était tous à la tête derrière nous. Le but d'avoir fait cette transition, de lui avoir donné effectivement une durée d'1 an, il y avait bel et bien une raison. C'était de jeter les bases et de tracer les sillons pour le renouveau. C'est pour ça que la transition a duré 1 an. Si c'était juste pour organiser des élections, la CENI, elle était prête. C'était même cette CENI qui était prête pour organiser le référendum. Donc, elle était suffisamment prête pour organiser des élections. Donc, quand on doit jeter les bases et les sillons du renouveau, il y a un certain nombre de choses à faire. Il y a la question de la justice. Donc, aujourd'hui, si
des dossiers de justice, mais devrait rattraper des gens qui les empêchent effectivement donc d'aller à des élections, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on devrait trouver donc des consensus, des trucs effectivement, de gauche et du rafistolage effectivement, pour permettre à tout le monde d'aller. Si personne n'est inquiété du point de vue de la loi, du point de vue effectivement donc, de procès et qui doit aller aux élections, on doit pouvoir aller. Nous sommes dans un état de droit et je pense qu'on ne doit pas traficoter les choses de l'état de droit pour que, sans rien. Parce que le lit même du désordre, le lit même effectivement donc, du désordre, ce serait le fait qu'on reste dans l'injustice. Donc on ne peut pas traficoter, les choses doivent rouler normalement et toute personne effectivement qui est inquiétée par la justice, toute personne qui est inquiétée par tous les trucs ne devrait pas pouvoir prendre part aux élections, ce n'est pas nouveau. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit faire des rafistolages. Oui, sur les attentes, bien sûr, de la transition, je suis le premier à être d'accord, hein, c'était une soif de justice, mais la réalité est telle que on sait comment est-ce que cette transition s'est mise en place. Nous ne sommes pas allés au bout. Et il est même là, il n'y a pas eu une coordination de cette insurrection. Et donc, il est naïf de penser que toutes les insurrections aboutissent à des révolutions. Donc, c'était la première erreur, on a acté. Maintenant, il faut comment on sort. Maintenant, sur la question des exclusions. Moi, honnêtement, ce qui me dérange, c'est que des exclusions fassent objet de débat et que l'on présente des gens comme étant des gens exclus à tort. On aurait voulu que ces exclusions respectent les procédures. Il y a des procédures, il y a des matières. Mais on a mis du temps. La loi votée, la loi Santé qui a été rediscutée à la CEDEAO et qui est là. Cassée par la CEDEAO. Oui, non, on pouvait aller avec la justice et exclure ces gens-là. On n'avait même pas besoin de tout ça. Donc, nous sommes maintenant dans une situation où moi, honnêtement, je suis tenté de dire, laissez tout le monde se présenter. Voilà. Siaka Koulibaly. Oui, moi je suis plutôt inquiet lorsque des gens parlent même de est-ce qu'on aura les élections ou pas. À mon avis, je ne vois pas qu'est-ce qui peut empêcher qu'on ait les élections, étant donné que sur le plan logistique, tout est prêt. Nous sommes fin prêts pour organiser les élections. La CENI a annoncé avoir bouclé le budget. Les formateurs des bureaux de vote ont été déjà formés. La CENI est en train aujourd'hui de préparer la carte électorale, c'est-à-dire les bureaux de vote, leur disposition sur le terrain, ainsi de suite. Nous sommes en train d'aller aux élections. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne sais pas pourquoi cet argument a été évoqué lorsqu'il s'agissait de changer le gouvernement pour en retirer les militaires. Parce que je ne vois pas en quoi cela aurait freiné l'élection, puisque ce n'est pas le gouvernement qui organise directement les élections. Ceci dit, le débat est passé. Justement. Ce débat est passé parce que... Mais vous l'avez lancé. Est-ce que ce n'est pas aussi parfois ne pas regarder l'ampleur des choses que ne pas reconnaître que si vous enlevez un gouvernement des militaires aujourd'hui, vous créez peut-être une situation de tension dans le pays, une situation de manifestation, de blocage institutionnel, de remise en cause d'un certain nombre d'accords qui peut forcément prendre 2-3 semaines et empêcher la mise en œuvre normale des élections. Nous étions sous l'empire d'une intervention des militaires. Oui. Contre le retrait de leurs membres du gouvernement. À mon avis, la logique veut que si on retire ces militaires du gouvernement, ça apaise les choses. Puis c'est la revendication qui est portée en avant. Je ne comprends pas comment le fait d'enlever les militaires du gouvernement, ça va entraîner la tension et le trouble. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Puisque la revendication, c'est qu'on retire ces militaires du gouvernement. Ils sont les seuls, sur les 4 composantes à l'avoir acté. Ils n'ont pas décidé seuls d'envoyer leurs membres au gouvernement. C'était un accord d'ensemble. Oui, quand on parle du gouvernement, le gouvernement ne fait pas l'objet de la charte. Ils avaient dit le gouvernement et du CNT. Tous les militaires, c'est ce qui était parti, gouvernement et CNT. Oui, je pense que ça aussi, j'ai entendu parler de ça. Mais le débat s'est focalisé sur la question du gouvernement. Sur le gouvernement, je ne vois pas en quoi le retrait, le changement des ministres pose problème. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait pour sortir de la crise. On a fait un remaniement et on est reparti le lendemain. Du coup, on aurait pu faire la même chose pour tout le gouvernement. Combien de fois les gouvernements ont été, disons, dissous? Je parle de la 4e République. Et le lendemain, on renomme le même Premier ministre. On renomme presque 90% des membres de l'ancien gouvernement. On change 2 ou 3 personnes et on repart. Donc l'argument, à mon avis, ne tient pas. Mais pour en revenir aux élections, puisque la question c'était ça, et l'aspect de la mise en accusation, je reviens pour dire la soif de justice est l'une des causes fondamentales du soulèvement populaire du 30 octobre. Dès le départ, on a exigé que soit mise en œuvre
ses poursuites vis-à-vis des personnes qui ont assumé la gestion de l'État pendant un certain temps pour qu'ils rendent gorge sur le plan financier et qu'ils rendent, quand la justice soit rendue sur le plan des crimes et des sangs. Cela n'a pas été fait par le gouvernement de transition et c'est le constat qu'on a aujourd'hui. On se rend compte seulement que l'argument de la justice n'est utilisé que lorsqu'il y a un objectif politique derrière. C'est à ce moment que le problème commence à se poser. Si on prend le cas de la mise en accusation, on n'en parlait pas du tout jusqu'à ce que la CEDEAO décide de casser la loi. Et 2 jours après... Monsieur Koulibaly, ne dites pas qu'on n'en parlait pas du tout. Vous êtes comme moi quand même dans les faits. Vous savez que depuis longtemps, il a fallu un travail au niveau du CNT. Il y a eu des discussions. Sur la presse même, notamment les réseaux sociaux, avaient déjà mis en avant la signature des députés qui demandaient cette mise en accusation. Ça date de moins de 2 mois maintenant. Ne dites pas que c'est... On demandait la mise en accusation, mais ça ne se faisait pas. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle peut-être ça ne se faisait pas, c'est son impossibilité même technique de la faire. La preuve aujourd'hui, c'est que pour voter la loi d'accusation, on est passé à un quorum qui n'est pas le bon, parce qu'il y avait des incohérences dans la Constitution. Dès le début de la transition, nous on a dit, il y a un minimum que la transition doit faire, c'est de changer la Constitution, le code électoral, la charte des partis politiques. Ça, c'était le programme minimum. Le programme étendu aurait pu concerner des lois comme la loi régissant la liberté d'association pour empêcher que les OSC ne jouent un rôle partisan, comme ça s'est fait aujourd'hui. Bon, ceci dit, on aurait pu laisser la question de la loi sur les associations pour plus tard. Mais il y avait un minimum à faire, c'est la Constitution, parce qu'en tant que jury, nous savons qu'il y avait des incohérences dans cette Constitution-là. Le juge constitutionnel va statuer dessus. Oui, mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir dans la Constitution la possibilité d'envoyer des députés être membres de la Haute Cour de justice et leur vote est invalidé et en même temps demander que les 4/5e puissent voter la loi. Donc, voilà. Et il y en a beaucoup comme ça dans la Constitution que nous connaissons, qu'on avait voulu régler sous cette transition-là pour qu'on n'ait plus ces problèmes devant. Oui, Aruna Kabore. Moi j'aime bien lorsque, pour étayer, ou j'allais dire pour renforcer l'argumentaire, mon ami Siaka, effectivement, on revient sur le fait, effectivement, il souligne à chaque fois juriste. Mais je vais dire qu'il faut rester cohérent dans tout ce qu'on dit. Moi, ça m'étonne, effectivement, qu'un juriste, qu'un légaliste, effectivement, donc, trouve normal qu'un camp militaire demande à ce qu'on dissolve un gouvernement. Voilà. Non, je reviens là-dessus, c'est important. Oui. Parce qu'il faut le souligner à chaque fois, parce que cet argument qui est utilisé, c'est-à-dire que ce n'est pas un profane, c'est un juriste, et il trouve la revendication normale. Je voudrais que ce soit acté, c'est très important. Alors, je continue pour dire que, aujourd'hui, lorsque on pose la question de savoir s'il va y avoir des élections, nous sommes définitivement convaincus que le 11 octobre 2015, il y aura des élections et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas ces élections-là. Maintenant, les autres structures, les autres institutions doivent continuer à fonctionner. Ce n'est pas parce qu'on organise des élections que l'institution judiciaire ne doit pas continuer à fonctionner. Ce n'est pas parce qu'on prévoit des élections que les autres ministères ne doivent pas continuer à fonctionner. Moi, je pense que ça doit continuer à fonctionner tout à fait normalement. Il ne faut pas, mais cela doit se faire selon les règles de l'art. Aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que le quorum n'est pas atteint au niveau du CNT pour voter, mais c'est un débat effectivement donc, qui n'est pas vrai. Le CNT a justifié clairement les différents éléments nécessaires. Ne dites pas que ce n'est pas un débat qui n'est pas. C'est un débat qui est intéressant, mais le juge constitutionnel va trancher. Chacun envoie ses arguments. Le CNT contre ceux qui sont contre la mise en accusation. Tout à fait. Oui, mais aujourd'hui, le CNT, la belle et bien, ceux qui disent que le quorum ne s'appuie pas aussi sur des éléments pour nous le dire aujourd'hui, ce sont des affirmations qui ne sont pas basées sur des éléments sur lesquels on peut débattre, parce qu'on peut en débattre sur ce plateau. Donc je veux dire, lorsqu'on fait ces affirmations, on doit pouvoir dire, voilà normalement ce que dit... La Constitution dit les 4/5e des députés doivent voter la loi d'accusation. Pour le président, mais pour les ministres, c'est les 3 cas. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il faut nuancer effectivement les choses à ce niveau. Et même le quantum des 4/5e et 3 cas, ça peut se justifier. On savait qu'il y avait 64 députés, on sait combien on votait. La Constitution ne rentre pas dans ces détails. Non, mais oui, mais s'il vous plaît, M. Siaka, la Constitution ne rentre pas dans ce détail-là. On parle du quantum, d'ailleurs pour cela que le Conseil va trancher. Et vous verrez très bien que le CNT a eu raison de faire ce qu'il a tenté de faire. Il faut qu'il continue de le faire. Alors, donc, je vais laisser Ismaël Diallo réagir quasiment à la fin. Ces élections-là, elles nous font sortir de la crise, elles auront lieu ou bien vous voyez la crise sur un long terme encore, monsieur Diallo? Nous espérons tous que ces élections aient lieu à la date prévue. Mais est-ce qu'elles nous feront sortir de la crise? Non. Elles ne nous feront pas sortir de la crise du tout. On a déplacé le problème, on ne l'a pas réglé. Et Siaka a tenu des propos importants, à mon avis, quand il a dit que
les raisons profondes, essentielles de l'insurrection, avant même l'article 37. C'est l'impunité, c'est le clanisme. Et sur ces plans, la transition n'a pas encore commencé un début de solution. Même pas. Certes, le chef de l'État a dit « nous ne voulons pas arrêter les gens et ne pas respecter la procédure et la loi ». Très bien. Mais on n'a pas besoin aussi de 12 mois pour le faire. Et de ce côté, désolé, mais la transition a échoué du côté de combattre l'impunité et de combattre tous les effets du clanisme de 27 ans. On me confirme qu'un ministre a bien été nommé, un ministre délégué à la sécurité. C'est un militaire. Donc la question donc reste posée. Un nouveau militaire dans le militaire, voilà. Donc il renforce la présence militaire dans le gouvernement. Vous voyez bien que l'armée n'a pas besoin de revenir. Voilà. Elle est là déjà. Voilà. Non, mais moi, ce qui est sûr, les élections auront lieu, mais c'est vrai qu'il y a des inquiétudes qui subsistent et qui vont subsister au-delà. Et il va falloir faire recours au peuple pour qu'il arbitre en dernier ressort. Parce qu'on ne peut pas se laisser prendre en otage. Le peuple a arbitré. Oui, non. Le peuple a. Non, oui, mais le reste. Il va faire les élections. Il va faire les élections. Oui, mais après, c'est-à-dire, chacun doit rester à sa place. Et c'est ce que j'entends par là. Est-ce que vous croyez que. Parce qu'il y a quand même des réformes sur l'armée qui sont dans les tuyaux, comme on dit. Est-ce qu'elles vont se faire maintenant? Le président a dit quasiment c'est pas possible. Est-ce que d'autres personnes accepteront de le faire sans remettre en cause leur situation? Le problème de l'armée aujourd'hui se résume au RSP, mais qui est une force dépassée. Donc, tant qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le contexte a évolué. Donc, degré ou de force, le RSP sera réformé. Ça, c'est clair. Oui. Il faut envoyer et faire lire aux éléments du RSP le psaume 49. En substance, ou 48. Il dit quand on meurt, on n'emporte rien. Et quelle que soit votre force, il y a une force supérieure à la vôtre. Mais nous sommes malheureusement tous pris en otage par la Kalachnikov. C'est la force des mitraillettes. Et nous sommes tous assez lâches pour accepter que la Kalachnikov peut nous diriger. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et je suis désolé de dire, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je suis désolé de dire que ce soit ce chef d'État ou celui qui viendra après les élections, s'il n'a pas le courage de remettre de l'ordre dans l'armée, eh bien, il rentrera dans l'histoire par la petite porte. C'est tout. Il y a des moments où il faut faire fi de sa sécurité personnelle, physique, pour prendre des décisions qui valent la peine et qui sauvent toute une nation, pas un individu. Oui. On a peur de mourir, pourquoi? Pourquoi? Ça n'a pas de sens, surtout quand on a certaines responsabilités. Oui, il y a des Burkinabés qui n'ont pas eu peur de mourir pour que Blaise s'en aille. Ils sont une 30aine en tout cas. Oui, sur ce point, je voudrais dire qu'il n'y aura pas d'état de droit, il n'y aura pas de renouveau tant que nous n'aurons pas une armée républicaine. Et une armée républicaine, c'est une armée avec un seul commandement, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Parce que le RSP est une armée dans l'armée. Mais je voudrais, quand on parle du RSP, lorsque nous avons la possibilité d'entrer dans les détails, de dire que sur les 1300 militaires dont on nous annonce, nous sommes convaincus au niveau de la société civile que la majorité, on ne peut pas dire les 90%, sont des jeunes soldats valeureux. Des Burkinabés qui se battent pour le pays, des gens qui risquent leur vie tous les jours, effectivement, donc pour nous. Ce ne sont tout simplement donc des jeunes militaires qu'on essaie d'opposer à une jeunesse civile qui n'est pas militaire. La question de l'armée, la question du RSP se résume à la question d'une manipulation ou d'une utilisation effectivement donc, de cette jeunesse, de cette grande jeunesse effectivement donc, militaire là, par quelques officiers. Donc il ne faut pas jeter l'anathème effectivement donc, là-dessus. C'est pour cela que nous disons qu'il faut dissoudre le RSP et offrir une belle carrière, un avenir radieux à ces jeunes soldats qui sont là-bas, qui sont effectivement donc, nos frères. Et il faut dissoudre le RSP, il faut effectivement nous trouver des solutions à ces chefs militaires qui les manipulent pour que ces jeunes-là rentrent dans l'armée républicaine pour trouver effectivement une carrière, parce que ce sont des gens qui se battent, qui sont bien formés pour notre pays. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Rémi, je voudrais terminer sur la question de la nomination effectivement donc d'un ministre, comme vous êtes en train de le dire, pour dire que voici les contradictions de cette crise. On nous dit que c'est l'armée qui demande effectivement donc qu'on retire les militaires. D'accord, on a enlevé effectivement donc, divisé le ministère donc, de la MATDS en deux. Au niveau donc, du Matadé, on a nommé
civil. Donc, puisque quand je vous dis que les remèdes ne correspondent pas au diagnostic, c'est ça. Ça veut dire que c'est l'armée qui demande, c'est sur ça qu'on s'est appuyé d'une manière ou d'autre. Et puis, paf, on remet un militaire. Quelque part, la sécurité. Comme si un civil ne pouvait pas diriger ça. Non. C'est tellement incohérent. C'est tellement pas du tout transparent qu'on ne peut pas demander aux gens évidemment de pouvoir dire que les solutions apportées vont régler. Nous ne pouvons seulement que rester vigilants et continuer à prier. Qu'à chaque fois, le bon Dieu qui a toujours accompagné le Burkina pour qu'on ne sombre pas là, puisse effectivement de l'autre côté pour que nous ayons des élections et un pouvoir normal viendra certainement nous permettre donc de mettre en œuvre les idéaux de l'insurrection populaire. Alors on va s'arrêter sur ça. La méthode de Kafando dans cette gestion-là, en tout cas, était celle-là. C'était un comité ou un collège de sages qui a fait des concertations, 2 discours à la nation, le départ donc d'un ministre de l'administration territoriale et de sécurité, M. Auguste Denis Barré, la nomination d'un ministre de l'administration territoriale, M. Ouattara, la nomination maintenant d'un ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et aujourd'hui la nomination d'un ministre délégué à la sécurité, le colonel donc Paré, ministre délégué à la sécurité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Saka Koulibaly, merci. C'est Lacoste. Évariste Faustin, c'est le siège d'éveil, merci. Aruna Kabore, c'est le porte-parole de la coordination de OSC. Et puis notre grand frère Ismaël Diallo, c'est le front de renforcement de la citoyenneté. Merci et bonne soirée chez vous.